la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. J'adore cette intro-là. On dirait qu'on est dans un bureau avec le parrain. Félix Séguin, bonjour. Oh, on a un problème de son avec Félix Séguin. On va parler en tout cas avec lui. Oui, bonjour, allô. Le son est revenu. Oui, ça marche cette fois-ci. Je disais, heureusement, le bureau dans lequel tu penses te trouver avec le parrain, heureusement, c'est pas moi qui le personnifie. Oui, non, c'est correct. Puis de toute façon, t'as pas rencontré le parrain, toi? Oui, par exemple. Ça, je l'ai rencontré pour vrai. Oui, j'ai rencontré le parrain de la mafia montréalaise en 2013. C'était l'une de mes sources journalistiques. Puis, il s'est confié à nous. Scopa. Moi et mon collègue Éric Thibault, on en a parlé abondamment de ce Andrew Scopa. Oui, c'est vrai que je l'ai rencontré. Dans le fond, j'ai rencontré un parrain. Peut-être pas le parrain. Non, c'est ça, mais quand même, c'est bon à mettre sur un CV. Mais là, on va parler de coups de feu. Hein, il y a eu des dizaines de coups de feu qui ont été tirés dans une fusillade à Montréal. On pensait qu'on s'en était sorti parce que l'été dernier, ça avait été plus tranquille, mais on dirait que ça reprend là, cet été. Est-ce que ça reprend avec autant d'intensité? En tout cas, les événements impliquant des coups de feu, selon le bilan là, du SPVM, sont en baisse depuis le début de l'été. Par contre, je dois dire que le taux de criminalité, lui, est en hausse par rapport à l'an dernier. Alors, il y a comme deux choses en l'une, là, c'est qu'effectivement, on a l'air à tirer moins souvent, mais il y a quand même plus de violence. Alors, c'est un peu, ça s'oppose, on dirait, ces deux affaires-là. Sauf que hier soir, dans de l'ordre des Ormeaux, donc une banlieue de l'ouest de l'île de Montréal, ça brassait pas à peu près à 20 heures sur la rue de Salaberry, la rue d'Avignon. C'est un secteur qui est à moitié résidentiel, qui est à moitié commercial. Alors, d'abord, il y a des témoins qui contactent le 911 puis ils disent, ça tire, jusqu'à 40 coups de feu tirés. 40 coups de feu tirés, ça veut dire quoi? Ça veut dire des victimes, des balles perdues. Justement, il y en a une qui a été trouvée dans la fenêtre d'un logement de la rue d'Avignon. Il y avait un enfant de 7 ans dans le logement. 3 hommes, 3 adultes ont été blessés par balle. 2 se trouvent dans un état grave. Et là, ce qui arrive, c'est que tu as comme un peu de 2 enquêtes en même temps. Tu as 2 scènes aussi, plusieurs scènes, mais tu as 2 scènes très, très différentes parce que les policiers, évidemment, à court, arrivent en trombe. Et là, ils vont être confrontés à une situation qui est très, très délicate parce que les gens qui sont blessés, ils ne peuvent pas aller les voir, ils ne peuvent pas leur porter assistance parce qu'ils se trouvent dans le champ de tir ou dans la ligne de mire, si tu veux, d'un des suspects. Alors, ce suspect-là venait d'être repéré à bord d'un véhicule. Les policiers ont essayé d'abord de l'appréhender, puis là, le gars a décidé de tirer en direction de la police. Et tabarnouche, t'imagines? D'abord, une chose, mettons quelque chose au clair. Quand tu décides de faire feu sur la police, tu sais, d'un policier sans un uniforme, normalement, là, tu sais c'est sur qui tu tires. Tu franchis dans ta criminalité une énorme étape quand tu décides de tirer sur la police. C'est que tu sois très désemparé ou c'est toi ou t'es très, comment dire, tu es dans une crise ou un délire, tu n'es pas en connaissance de la réalité ou très sérieux, puis tu dis, moi, je veux tuer la police. Alors, voici ce qui se passe, voici pourquoi le BEI est aussi impliqué là-dedans. Écoute, il y a eu tellement de coups de feu, tellement de scènes différentes que la police ne sait même plus c'est qui les suspects dans ça. C'est un peu complexe. Mais je te l'accorde. Ça peut nous donner l'impression que ça brasse un peu plus à Montréal, puis que les chiffres tendent à augmenter, mais la courbe est plutôt à l'inverse pour la violence par arme à feu. Bon, tant mieux. Mais puis tu as raison de dire, c'est tirer sur la police, là, parce que non seulement c'est vrai que symboliquement, ça implique quelque chose de plus, mais au niveau des peines ensuite de prison, c'est pas les mêmes que si vous tirez quelqu'un un civil. Puis, en plus, si vous ne faites pas prendre, la police, là, elle va mobiliser beaucoup d'énergie pour vous attraper. On se rappelle quand même de l'affaire Camara, là, la raison pour laquelle on avait réussi à mettre la main sur le mauvais suspect, il faut dire, là, aussi rapidement. C'est parce que tous les policiers, c'est un corps de métier, s'étaient mis ensemble pour trouver ces gens-là. Donc, la personne qui a tiré sur la police, là, à sa vie, elle vient de changer. Puis, normalement, quand tu vas être accusé, si on t'accuse, là, si on est capable, le DPCP a assez de matériel pour t'accuser, automatiquement, ta sentence, si tu causes la mort d'un policier, automatiquement, ta sentence, ça va être une sentence de prison à vie. Alors, rapidement, c'est simple, là, quand...
Oui, j'allais dire rapidement en 1 minute, Félix, il faut que tu nous laisses El Mayo qui comparait. Oui. Ben, il a comparu vendredi. On n'en avait pas parlé à l'émission. C'est pour ça que je fais juste faire un petit tour d'horizon de tout ça. Donc, El Mayo, qui a été arrêté là, il y a maintenant plus d'une semaine là, au Nouveau-Mexique, près de El Paso, au Texas. Il a été manifestement leurré par le fils d'El Chapo. Et là, il a été accusé. Donc, il a comparu en chaise roulante aux États-Unis le vendredi dernier. Et il a plaidé non coupable aux accusations qui se pèsent sur lui. Mais je veux juste te dire une chose qui est particulière, c'est qu'il a tellement fait crime El Mayo, puis son réseau, le cartel de Sinaloa, a tellement exporté de drogue que là, les États-Unis ne savent pas encore où ils vont l'accuser. Est-ce qu'on va l'accuser dans quel état on va l'accuser? Il y a des crimes fédéraux dans ça, il y a des crimes aussi qui peuvent être de juridiction étatique. On ne sait pas encore où on va l'accuser tellement il a importé de la drogue partout aux États-Unis. Alors, je trouvais que ça nous en disait long parce que tu sais que des plus de 100 000 victimes d'overdose l'an dernier, dans la crise justement des opioïdes aux États-Unis, 70% implique le fentanyl. Et le fentanyl, c'est l'affaire de quoi? C'est l'affaire de qui? Ben, c'est l'affaire des cartels mexicains et de celui de Sinaloa. Boum. Des fois, je me dis que j'ai une vie spectaculaire, puis après, je lis sur des gens qui ont tellement commis de crimes qu'il faut juste... Ça va être compliqué de choisir où on les juge. C'est incroyable quand même. Exact. Il faut savoir où mettre la barre dans nos vies. Effectivement, eux l'ont mis ailleurs que où nous pourrions la mettre. Merci beaucoup, Félix Séguin. Merci, au revoir.